Et Jean-Dominique va nous justement permettre que cet article, qui est scientifique, soit compréhensible pour tout le monde. Jean-Dominique, c'est à toi le micro. Merci beaucoup Louis, merci à tous, Olivier aussi pour ce moment de cinéma muet qui nous replonge il y a loin en arrière. Et puis effectivement, je suis très heureux ce soir de vous présenter un article qui est paru à la fin du mois d'août dans la revue Frontiers in Public Health, qui est en libre accès et ce qui me donne la possibilité de traduire ce texte, ce que je suis en train de faire pour le rendre accessible au plus grand nombre. Il s'appelle Mesures agressives, inégalités croissantes et formation de masse pendant la crise du Covid-19, vue d'ensemble et propositions pour l'avenir. Et comme tu l'as dit Louis, il est coécrit par John Ioannidis, qui est un des scientifiques les plus cités dans la littérature, auteur ou co-auteur de plus de 1000 articles, un homme absolument charmant, et qui l'a co-rédigé avec Michaela Schippers, qui est à l'école de gestion de Rotterdam, et Harry Joffé, qui est à l'université de l'Alberta à Edmonton. Et c'est effectivement un article extraordinairement intéressant. Je suis bien sûr tous les travaux de John Ioannidis avec beaucoup d'intérêt. Il y a déjà plusieurs articles qu'il a publiés autour de la crise du Covid et qui étaient tout à fait fondamentaux, parce que c'est vraiment de la science dans le meilleur sens du terme. Et lui donc est professeur de médecine à l'université de Stanford. Il est directeur du Stanford Prevention Research Center et co-directeur d'un institut qui vise à améliorer le processus de qualité dans la recherche scientifique, qui s'appelle le Meta Research Innovative Center de Stanford. Donc c'est à la fois quelqu'un qui maîtrise les statistiques et la méthodologie d'une manière absolument somptueuse, mais qui en plus a toute une richesse humaine. Il faut rappeler qu'à bien des égards, la médecine est une science humaine, bien plus que d'être une science dure. Et donc, on trouve chez Ioannidis un peu le meilleur des deux mondes. Et c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de l'article, qui, de surcroît, a l'avantage, étant écrit à nouveau par un des scientifiques les plus respectés au monde, de confirmer l'entier de ce que nous avons dit ici depuis plus d'une année. Et c'est vrai que souvent, on se heurte à l'objection, oui, mais vous n'êtes pas des scientifiques prestigieux, vous n'êtes pas à la tête de l'Institut Pasteur ou que sais-je, donc en quelque sorte, il y a une espèce de délit de légitimité qui est soigneusement entretenu par certains, parce que à part ça, nos crédits sont aussi sérieux qu'il est possible de l'être. Et là, tout d'un coup, que venant de la meilleure source possible, on ait la confirmation intégrale de nos propos, ben, c'est pas tout à fait anodin. Et puis comme John Ioannidis est quelqu'un de tout à fait charmant, il exprime les choses d'une manière qui comblerait d'aise Louis et son engagement tout à fait vertueux et je l'admire et je le partage pour la non-violence. C'est-à-dire que c'est vraiment un article que vous pouvez faire lire à n'importe qui. Personne ne réagira en disant je me sens agressé ou c'est trop déstabilisé par rapport à la compréhension que j'ai de la situation. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien posé. Donc voilà, je me propose d'entrer en matière. Avec toutefois, comme tu l'as dit Louis, une pensée extrêmement compassionnelle et émue pour tous les personnels suspendus dans tous les corps de métier. Ce que l'État français vous fait vivre est digne d'États dictatoriaux, j'y reviendrai, c'est pas une injure, c'est pas une interprétation, c'est vraiment littéralement les processus dont il s'agit. Et j'ai moi aussi énormément d'admiration déjà pour vous tous, mes collègues bien-aimés du CSI, et pour toutes ces personnes qui, à travers notre société, trouvent la vaillance, à travers les épreuves, de rester debout face à quelque chose qui est juste assez abominable à tous égards. Pensée émue pour Christian Perron aussi, qui continue de se faire traîner dans la boue. L'article dont je vous mets une manchette est écrit par des soi-disant journalistes scientifiques de l'Express dont Idriss Aberkan a montré récemment qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la science. Ils n'ont pas de formation scientifique, ils ne savent pas lire la science, ils ne comprennent pas la science, mais ce sont ces gens-là qui font le procès des scientifiques en disant qui est un charlatan et qui il faut écouter. En général, ceux qu'il faut écouter dans leur état d'esprit, c'est les gens qui ont des conflits d'intérêts, voire qui sont corrompus, et les charlatans, c'est ceux qui essayent de résister à cela. Donc évidemment, grand coup de cœur pour Christian Perron, qui a été un des fondateurs du Conseil scientifique indépendant.
Je me permets de faire un tout petit point de situation. Didier Raoult est à nouveau persécuté par l'État français et je dois faire un petit arrêt sur image à ce sujet. Je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus avec Didier Raoult ou l'IHU. Si le professeur Raoult se livrait à de la fraude scientifique, je n'aurais aucun souci à dire que c'est pas bien. Mais là, en l'occurrence, euh, il est actuellement euh, diffamé publiquement par le porte-parole du gouvernement français et des journalistes, avec beaucoup de paires de guillemets, au motif qu'il aurait falsifié la première étude sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine publiée à Marseille sur la base d'un rapport d'inspection dont Hélène Stroll, qui est inspectrice générale des affaires sociales, vient d'écrire que c'est un tissu de mensonges et c'est totalement indigne d'un rapport d'inspection. Hélène Stroll est accessoirement également l'épouse de notre ami Michel Maffezoli. Elle a écrit différents livres dans la faillite des élites. Donc, vraiment, il faut dire la gravité. Quand un État instrumentalise l'administration pour persécuter un scientifique qui a eu le tort de tenir tête à un mensonge d'État, nous sommes dans des procédés staliniens, dans des procédés totalitaires. Je suis navré d'avoir à le dire, mais il n'y a pas autre chose. Sachant de surcroît que j'avais lu attentivement cette étude, que j'avais trouvée tout à fait bien faite, j'avais de surcroît sollicité deux chercheurs qui avaient travaillé pendant 20 ans et 30 ans pour le compte de l'industrie pharmaceutique et qui les deux m'ont confirmé que cette étude était tout à fait correspondante aux standards de qualité en la matière. Et donc, c'est malheureusement un des thèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Vincent Pavant a montré, par exemple, comment les modélisations de Cauchemez qui ont servi de base à l'État français pour imposer les confinements, pour imposer le pass sanitaire, pour fermer les restaurants, sont truquées, elles sont frauduleuses. Il y a une plainte pénale qui est déposée pour l'instant contre Cauchemez et Arnaud Fontanet, qui est au Collège de France quand même. Donc, ça dit jusqu'où va la fraude. Et puis des scientifiques intègres qui font du travail de qualité, on les fait passer pour des voyous. C'est d'une gravité extrême. Je renvoie aussi à la conférence que Louis Fouché avait donnée au Fossat lors de la journée du Conseil scientifique indépendant, montrant que nous sommes actuellement dans une destruction du système de santé. La médecine libérale ne l'est plus. Libérale, ça veut dire libre. Et dès lors que les médecins ne sont plus libres de faire ce que leur âme et conscience et leurs compétences et leurs connaissances et l'intérêt du patient leur dictent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de médecine libérale, l'hôpital public est en pleine destruction, et cette intervention tout à fait remarquable de Louis avait vraiment montré. Et il avait notamment partagé une anecdote où s'apercevant de cela dans un conseil d'établissement, il avait interpellé les gens qui étaient autour de la table en disant « Mais rendez-vous, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de détruire l'hôpital public ?» Et effectivement, voilà, il y avait eu un grand silence embarrassé parce que les personnes en question étaient activement engagées dans ce processus. Cela dit, on va se tourner vers quelque chose de beaucoup plus doux, notamment à travers la personne de John Ioannidis, qui s'était fait connaître de manière assez retentissante en 2005 en écrivant un papier qui était intitulé « Pourquoi la plupart de ce qui est publié dans la littérature scientifique est faux », qui est devenu le papier le plus téléchargé de la Public Library of Sciences aux États-Unis, et il explique dans le détail tous les problèmes méthodologiques qu'on trouve dans la recherche qui est publiée, et qui fait que malheureusement, elle est d'une très faible fiabilité. C'était vrai à l'époque, ça l'est également aujourd'hui. En décembre 2020, vous voyez, c'était précoce, il a publié avec Jay Bhattacharya et certains collègues, Bhattacharya est également un épidémiologiste de réputation mondiale de Stanford, un article sur l'effet des confinements et des mesures non pharmaceutiques, qui est exactement ce dont on va parler ce soir. Et vous voyez en haut à droite, la conclusion auquel ils arrivaient, c'est que bien que de petits bénéfices ne puissent pas être exclus, il n'y a pas d'avantage significatif sur la croissance des cas avec des mesures de contrainte plus restrictives.
du style masque, couvre-feu, confinement, fermeture de magasins et restaurants, des réductions similaires de la croissance des cas de Covid peuvent être obtenues avec des interventions moins restrictives. Et ce qui lui avait valu une volée d'attaques, notamment bien sûr de la presse que je ne qualifierais pas. On sait que les fact-checkers de Libération, de l'AFP ou du Monde sont juste des gens qui disent systématiquement le contraire de ce qui est vrai. Et donc vous voyez que Check News avait dit que ces gens qui donc n'ont aucune culture scientifique ont relevé qu'il y avait des erreurs méthodologiques dont les auteurs qui sont les meilleurs au monde dans leur domaine n'avaient même pas été conscients et que, étant donné qu'ils sont hostiles aux mesures publiques, eh bien on comprenait que c'était un papier qui ne valait pas grand-chose. C'est malheureusement le genre de réalité consternante qu'on trouve aujourd'hui. Il avait très rapidement évalué le taux de létalité réelle du SARS-CoV-2, déjà en avril 2020. Je l'avais fait savoir très vite parce que ça montrait que cette épidémie n'était pas plus grave qu'une épidémie de grippe moyenne à forte comme il y en a eu dans le passé. Et là, vous voyez, avec des études de prévalence, on est en janvier 2021, c'est un papier qui est publié par l'OMS, il confirme que les ratios de létalité qu'il a trouvés ont tendance à être nettement inférieures aux estimations formulées précédemment. Donc, voilà. On n'était pas du tout dans une situation exceptionnellement dramatique, et si on avait écouté des gens compétents comme Ioannidis, Perron, Raoult et d'autres, eh bien, nous n'aurions jamais vécu la dérive que nous avons vécue. Un autre article que je recommande si vous en aviez la curiosité et maîtrisez l'anglais, c'est un article qu'il avait publié, vous voyez, début avril sur la situation dans le nord de l'Italie, qui avait évidemment choqué beaucoup de monde, parce qu'on avait eu l'impression qu'il y avait eu une hécatombe dans les hôpitaux. Et de nouveau, c'est un papier qui est tellement bien fait, où ils évaluent les différents paramètres les uns après les autres. Donc je ne peux que recommander à toute personne intéressée de se pencher là-dessus. Et puis, il a participé à une autre publication tout à fait récente qui continue à mettre le doigt sur le problème, vous voyez, où la revue Cochrane, qui est un peu le plus grand cercle d'investigation de la qualité de la recherche indépendant des laboratoires pharmaceutiques, a publié une étude dans laquelle, ayant revu un nombre extrêmement important, pratiquement 2500 études publiées récemment, 9 sur 10 décrivant des interventions de traitement ne reposent pas sur des bases scientifiques solides. C'est-à-dire que l'essentiel de la pratique médicale ne repose pas sur des bases scientifiques solides. Ça ne veut pas dire que tout est inutile, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas démontrées scientifiquement, qui ne fonctionnent pas, mais ça veut dire que tout ce discours un peu théocratique sur c'est nous les scientifiques et ce qu'on fait est de la science, malheureusement repose pour l'essentiel sur du vent. Alors, quand il s'est fait attaquer au sujet de son étude qui montrait que les confinements ne servaient à rien, John Ioannidis a réagi avec son flegme très britannique en disant « Oh, j'ai jamais été aussi attaqué de ma vie. On m'a même fait des commentaires très critiques sur ma moustache, disant qu'elle était trop courte ou qu'elle était trop longue, mais voilà, comme j'ai l'habitude d'écouter les critiques, je vais quand même me poser la question en mon âme et conscience. » Mais effectivement, aujourd'hui, quand vous critiquez la doxa, eh bien, les choses passent mal. Et là, il publie tout un article extraordinairement documenté. Et je vais faire ce soir quelque chose que je me refuse à faire d'habitude. Je vais faire une présentation tout à fait scolaire. Voilà, il n'y va y avoir que du texte. Je vais lire le texte, mais parce qu'il est important que tout le monde en prenne connaissance et surtout que chacune d'entre nous puisse devenir des relais de cette compréhension. Le résumé, il est simple. Ioannidis et ses co-auteurs disent qu'il y a eu une série de mesures restrictives agressives qui ont été adoptées partout dans le monde pour tenter d'empêcher la propagation du SARS-CoV-2. Cependant, et nous étions nombreux à l'avoir dit d'emblée, il est apparu de plus en plus clairement qu'un important effet négatif des stratégies les plus agressives, notamment les confinements, impliquait une forte augmentation de la pauvreté, de la faim et des inégalités. Les répercussions économiques, éducatives et sanitaires ont touché de manière disproportionnée les groupes les plus fragiles de la population,
les familles à faible revenu, les minorités ethniques, les femmes, les étudiants, les jeunes, les personnes âgées, exacerbant les inégalités existantes. Et pour les groupes déjà précarisés, il y a eu un creusement de l'inégalité, et donc un espèce de cercle vicieux d'inégalités sociales de plus en plus virulentes et de problèmes de santé. Alors, l'article que je vais vous présenter est une revue descriptive et d'examen de portée, c'est un petit peu technique, mais on l'explicitera, dans lequel les auteurs décrivent les macrodynamiques, donc les mécaniques collectives qui se produisent en conséquence des politiques de santé publique agressives et des tactiques psychologiques qu'ont utilisées les gouvernements pour influencer le comportement du public, et notamment ces deux concepts de formation de masse et de comportement des foules, en disant que tout cela conduisait à une aggravation globale par effet de ricochet, c'est-à-dire que tout ce qui a été infligé sans validité première a de surcroît fait un espèce de jeu de domino qui a conduit à une forme de dévastation de notre société. De nouveau, ça fait longtemps que moi et nous le disons à l'intérieur du CSI. Et donc que les données montrent que les coûts sanitaires, économiques et sociaux dépassent probablement de loin les bénéfices potentiels de ces politiques, les auteurs suggérant que si elles sont encore en vigueur, elles soient abolies le plus vite possible et que leur réadoption soit évitée à l'avenir. Si des mesures sont nécessaires, disent-ils, elles doivent être non perturbatrices. Alors, les auditeurs du CSI se souviendront que j'avais nommé les plans pandémie, j'avais nommé la position de Donald Henderson et d'autres disant il ne faut surtout pas confiner, il ne faut surtout pas perturber le fonctionnement normal de la société. Eh bien voilà, les meilleurs épidémiologistes au monde le confirment. Ils disent également qu'il est essentiel d'évaluer de manière impartiale les dommages causés par les mesures agressives et de trouver tout de suite des moyens d'en alléger le fardeau et les effets, notamment sur les groupes les plus fragiles de la population, d'évaluer les structures en place qui ont conduit à des politiques aussi contre-productives en réfléchissant au processus de prise de décision. Et puis, il propose également un ensemble d'interventions de psychologie positive, et notamment communautaire, tu l'as mentionné Louis, pour restimuler la salutogenèse dans la communauté. Alors, qu'est-ce qu'une revue descriptive et d'examen de portée ? Voilà, de nouveau, je trouve qu'il faut vraiment faire connaître la science. S'il y a quelques journalistes de l'Express ou de Libération, vous pouvez vous instruire éventuellement pour commencer à comprendre de quoi on parle. Mais donc, une revue descriptive, c'est une analyse complète des connaissances dont on dispose à l'heure actuelle sur un sujet, qui permet de poser un cadre théorique et un contexte pour la recherche. Et puis, scoping review, les revues d'examen de portée, elles établissent l'étendue de la recherche, quelle est la frontière de ce qu'on cherche à investiguer, en recensant les organisations, les individus et les publications pertinentes, tout en identifiant les écarts de savoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des zones aveugles dans la connaissance à laquelle on peut avoir accès. Alors, le plan de leur article, que je vais suivre très fidèlement dans ma présentation, c'est de voir comment les mesures agressives ont eu un impact sur la formation et le comportement de masse, donc l'ingénierie sociale collective, via des tactiques psychologiques telles que la manipulation et le contrôle des foules, le rôle qu'a joué la prise de décision centralisée avec un récit unique, interdiction de voix au chapitre pour les opposants et donc des contre-mouvements qui se sont créés, et Réinfo Santé, Réinfo Covid, Réinfo Liberté sont des émanations de ces contre-mouvements. La problématique des traumatismes collectifs générés et des perspectives extrêmement intéressantes aussi pour les personnels suspendus issus de la théorie de la conservation des ressources, on y viendra. Une vue d'ensemble de l'augmentation des inégalités provoquées par ces mesures agressives. Une question, on dit parfois poser une question, c'est y répondre, aurions-nous pu faire mieux ou aurait-il pu faire mieux ? Et puis une discussion et des recommandations sur les moyens d'atténuer les effets négatifs résultant des mesures agressives. Alors, les constats, tout ce que je cite ici figure dans le texte.
J'en ai extrait les éléments saillants, donc c'est très PowerPoint, mais on a tous observé que les gouvernements ont géré la crise en s'appuyant fortement sur des interventions non pharmaceutiques ou mesures de contrainte, qu'on n'avait jamais vues auparavant. Les confinements, le port du masque, les couvre-feux, la fermeture des restaurants. Et les auteurs relèvent que dans les rapports de référence sur la gestion des pandémies, il y avait le constat de l'absence de recherche de qualité sur ces interventions. C'est-à-dire que rien ne permettait de penser qu'elles avaient une utilité particulière. Dans ces textes, je l'ai aussi partagé très tôt, y compris au CSI, les interventions qui n'étaient pas recommandées explicitement étaient l'utilisation générale de masques et d'autres équipements de protection, ainsi que la distanciation sociale. Il n'y a rien au monde qui prouve que la distanciation sociale n'a aucune utilité. La limitation forcée des rassemblements ou des déplacements, donc on parle de confinement, était considérée comme problématique d'un point de vue juridique et éthique. Et puis un grand principe de santé publique, c'est que les mesures volontaires, on propose aux gens de faire quelque chose mais on les laisse libres de le faire ou non, sont beaucoup plus acceptables et, in fine, beaucoup plus efficaces que de vous menacer de vous mettre 135 € d'amende si vous sortez de chez vous sans vous être signé à vous-même un bout de papier. En 2019, donc vous voyez, on est juste avant, rapport de l'OMS, l'utilisation de masques faciaux en population générale, la fermeture des frontières, le contrôle des entrées et des sorties de domicile ou de commerce, la fermeture des écoles sont inefficaces. Tout le monde le sait, rien de nouveau. Et parmi les 18 interventions non pharmaceutiques mentionnées dans le rapport, seules des mesures telles que la ventilation des locaux et l'isolement des personnes malades sont considérées, sont reconnues comme étant efficaces. Tout le reste, non. Et je vous rappelle que quelque chose qui n'a pas démontré de manière probante une utilité ne doit en aucun cas être imposé à qui que ce soit. Alors, comment est-ce que tout le monde a pu se laisser piloter dans un processus de troupeau, de masse? Eh bien, c'est là où on est obligé de convoquer la psychologie sociale, et notamment les processus de groupe et la psychologie des foules, prédisent qu'en temps de crise, les gens sont plutôt enclins à se tourner vers les gouvernements et les autorités en souhaitant des réponses autoritaires. Plus il y a d'insécurité, plus les gens cherchent des réponses autoritaires de la part de l'État. Et donc, si les autorités répondent par des injonctions qui visent à contrôler les comportements, eh bien, on a le risque que cela conduise à la formation de masse. Et en l'occurrence, on a demandé à des experts, qui n'en étaient pas, les vrais experts ont été mis sur la touche, de conseiller les gouvernements avec des interventions agressives pour orienter explicitement le comportement de la population dans la direction souhaitée. Alors il y a eu de toute évidence une intention d'ingénierie sociale. On sait, vous et moi, à qui est-ce qu'on peut l'attribuer. Laboratoire, le cabinet de consultants McKinsey a imposé les mêmes politiques dans 60 pays. C'est malheureusement quelque chose que Ioannidis et ses collègues n'adressent pas. Mais nous, on sait. Alors, la psychologie sociale, elle met en lumière quelque chose d'intéressant qu'on sait tous intuitivement, c'est que le comportement d'une foule est différent du comportement des individus qui la composent. C'est comme si la foule, la masse, devenait une entité en elle-même, et au sein de laquelle les individus ont tendance à suivre les idées et les émotions prédominantes. Et à l'intérieur de ce mouvement de masse, il devient relativement facile de violer les normes éthiques personnelles et sociales qui peuvent même devenir destructrices avec une désindividuation et de l'agressivité. Alors évidemment que l'archétype de ça, c'est les processus de lynchage, où tout d'un coup une foule va détruire une communauté en ne voyant plus des êtres humains, mais des objets à détruire. Dans la phase initiale d'une crise, les gens sont enclins à adopter un niveau d'identité superordonné, c'est-à-dire qu'on se réfère à la collectivité comme principal vecteur d'identité personnelle. C'est vraiment l'effet de cohésion. Après l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, tout le peuple américain a fait corps et tous les indicateurs de santé mentale se sont temporairement améliorés.
Les gens étaient plus déprimés, ils n'avaient plus d'envie suicidaire. Non, ils étaient tous mobilisés dans cet effort de masse. Par contre, les réactions envers les membres du groupe qui s'écartent des nouvelles normes sont jugées problématiques et donc il devient légitime de s'attaquer à eux et donc le risque existe. On le sait tellement qu'on aurait dû évidemment être vigilant par rapport à ça, qu'il y a le risque que la responsabilité soit rejetée sur des groupes minoritaires, les anti-vax, les anti-masques, les covidosceptiques, qui deviennent des boucs émissaires et sont persécutés, avec le risque que ça fasse peser à des minorités et des groupes peut-être plus précarisés, qui sont déjà les plus... qui portent déjà le fardeau le plus lourd du fait des mesures de contrainte. La formation de masse, Ioannidis en parle dans son article, il ne se réfère pas aux théories de Desmet, qu'il ne décrit pas. Par contre, après, dans les illustrations qu'il donne, il montre qu'il comprend tout à fait ce dont il s'agit. Je pense qu'il y a un petit élément de prudence de sa part. Mais je rappelle très rapidement qu'une formation de masse est composée de 4 éléments. Il y a un manque de liens sociaux, une société qui se délite dans ses liens sociaux, une perte de sens à la vie, une anxiété flottante dans la société avec un mécontentement psychologique. Desmet, professeur à l'université de Gand, a relevé par exemple qu'on constate une augmentation régulière de la consommation de médicaments psychotropes, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, neuroleptiques, au cours des années passées, et donc on sent qu'il y a un mal-être dans la société, mais il est flottant. Et à ce moment-là, il y a le risque que naisse un phénomène de masse qui se produit si et quand les médias et ou le gouvernement fournissent un narratif qui pointe vers un objet d'anxiété, tout en fournissant une stratégie qui permette de gérer cet objet d'anxiété. Là, on a un virus qui est une grippe moyenne à forte, ce n'est pas une terreur, mais cette anxiété flottante se connecte à l'objet virus et les gens acceptent de suivre la stratégie parce qu'enfin ils ont identifié une cause à ce qu'ils vivent de difficile. La deuxième étape, Louis l'avait souligné, c'est important aussi de faire cet effort de comprendre la psychologie des gens qui se sont fait prendre dans cette hypnose de masse, c'est que les gens s'engagent dans une bataille collective et héroïque contre cet objet d'anxiété. Et là où la vie était en rupture de lien, en anxiété, en perte de sens, tout d'un coup, il y a un switch qui est on est tous en train de lutter contre le virus et une forme d'intoxication mentale qui est précisément le propre de la formation de masse. Les tactiques psychologiques utilisées par les gouvernements et les cabinets de conseil qui les ont influencés. Revenons à cette réalité aussi documentée dans les neurosciences. En situation de crise, les gens sont enclins à demander un leadership fort. Et là, les autorités auraient eu le choix, en théorie, entre des politiques basées sur l'adhésion volontaire. Vous pouvez porter un masque si vous voulez, même si on n'a pas de preuve que c'est utile, mais si ça vous sécurise, sentez-vous libre de le faire. Par contre, on n'imposera pas à vos enfants, ni dans aucun contexte particulier. Ou imposer des règles contraignantes pour gérer la crise. On sait, comme je l'ai évoqué précédemment, que les mesures volontaires bénéficient toujours d'un meilleur soutien. C'est plus facile de faire adhérer les gens quand c'est volontaire et surtout que c'est justifié. Par contre, ici, et c'est bien là où le bas blesse, c'est qu'un examen de plus de 100 études sur le traitement de la crise Covid a révélé, d'après les auteurs, que dans l'ensemble, les effets nets des politiques de restriction étaient négatifs. C'est-à-dire que les verrouillages, c'est-à-dire les confinements, les restrictions, les fermetures, sont très coûteux économiquement et ils ne sauvent probablement pas de vie. Mais malgré ça, étant donné la panique générée et la formation de masse avec l'ennemi désigné du virus et des anti-vax et des anti-masques qui mettent la population en danger, les citoyens ont cru à des allégations scientifiques non fondées qui ont conduit à un fort soutien de ces mesures inutiles. Et là,
Bien sûr qu'il y a une responsabilité énorme des scientifiques qui ont osé prétendre que des mesures qui étaient parfaitement inutiles avaient une utilité quelconque. Alors, je vais passer assez rapidement, mais vous pourrez voir dans l'article que je suis en train de traduire en français pour que chacun puisse en disposer. Donc je tiens vraiment à ce que cet article circule le plus largement possible. Et les auteurs révèlent qu'il y a évidemment des études qui suggèrent des avantages au confinement, et notamment celles frauduleuses produites par des gens comme Arnaud Fontanet et Cauchemez, mais elles sont bourrées d'incohérences. Alors là, vous en avez le détail méthodologique, donc c'est un tout petit peu complexe, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais Vincent Pavant y reconnaîtra notamment le fait que leur contrefactuel est basé sur des hypothèses ténues figurant dans des modèles prévisionnels. On a là la marque de fabrique de Ferguson à l'Imperial College de Londres et sa descendance. Mais donc voilà, ce sont des... On nous dit souvent, oui, mais il y a des recherches qui montrent que elles sont génériquement d'une très faible qualité méthodologique, voire simplement irrecevables. C'est important de le savoir. Et de nouveau, ce n'est pas Jean-Dominique Michel qui le dit, c'est John Ioannidis à l'université de Stanford. D'autres options auraient été possibles ou nécessaires, telles que l'implication des communautés dans les réponses aux menaces collectives. Louis, tu as eu la gentillesse de relever que j'étais un spécialiste de la salutogenèse communautaire. J'ai passé ma vie à créer des dispositifs de santé communautaire, et c'est vrai qu'on peut faire dans la communauté tout un ensemble de choses qui auraient pu être tout à fait utiles et aidantes et qui auraient pu éviter les mesures et les effets secondaires qu'elles ont déployés, tout en étant bien meilleures en termes d'éthique et de droits de l'homme. C'est-à-dire qu'elles auraient été plus efficaces sur le plan sanitaire, non dommageables sur le plan social et bien meilleures sur le plan éthique. Donc il y avait des solutions, bien sûr, infiniment meilleures, et il serait bon que le faux mea culpa d'Olivier Véran, qui vraiment est juste une manipulation de plus, vu qu'il arrive à faire croire qu'il reconnaît l'erreur d'avoir fait croire que les masques n'étaient pas utiles, alors qu'ils ne sont toujours pas utiles aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il continue à entretenir un mensonge, tout en se faisant passer comme quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, mais de bonne foi, parce que l'OMS s'était trompé. Enfin, on est de nouveau dans vraiment quelque chose qui est abominable sur le plan de l'intégrité, mais on voit ici qu'on aurait pu faire différemment, mieux, et que l'ensemble de la réponse sanitaire a été une erreur. Alors bien sûr, on peut manipuler les foules, comme le gouvernement français, le gouvernement suisse, le gouvernement belge, le gouvernement américain l'ont fait. On peut en obtenir des conséquences désirées, mais ça reste compliqué pour un ensemble de raisons. Les auteurs relèvent, ça ne nous a pas échappé, que les gouvernants du monde entier ont fortement communiqué un niveau élevé de menaces et fait appel aux normes de collectivisme. Votre corps nous appartient, vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez, d'obéissance, vous devez vous soumettre à nos injonctions, même si elles sont débiles, et de solidarité. Vous êtes jeune, vous vous faites injecter parce que ça protège papy-mamie, ça n'a jamais protégé personne, mais ce sont les ressorts psychologiques qui ont été utilisés pour justifier des mesures inutiles et les conséquences dommageables qui les accompagnent. C'est vraiment, de nouveau, assez abominable sur le plan du principe. C'est-à-dire qu'on a utilisé la bonne volonté de la population et son ignorance de la réalité pour la faire aller dans une direction dommageable pour la collectivité et l'intérêt public. Et là encore, les citoyens ont accepté davantage les restrictions imposées qu'on leur a fait croire que tout ça était abominablement dangereux, et ça a conduit les citoyens à croire qu'il valait mieux imposer des restrictions que de ne rien faire, alors que ce qui aurait été juste, ça aurait été de ne surtout rien faire de tout cela. Ça, à nouveau, je l'avais présenté il y a fort longtemps au CSI. Alors bien sûr, Ioannidis se protège un peu contre l'idée de totalitarisme en disant « mais ce n'est pas une hypothèse nécessaire. Il y a dans des cas de panique collective effectivement des liens extrêmes entre les gens qui se créent pour vaincre un ennemi réel ou imaginaire, avec un resserrement des rangs et une tendance naturelle à se concentrer sur un groupe extérieur comme source de la menace. Et ça, on l'a vécu.
On nous a accusés d'être des complices du virus, d'être des associés du danger. Et il souligne que même lorsque les menaces externes ne sont pas liées à un sous-groupe, ce processus de projection, d'hostilité, de préjugés et de discrimination se produisent de toute manière, parce qu'un espèce d'exutoire de la nature humaine, tout ça est très documenté en psychologie sociale, et donc conduit à des formes de violence et de brutalité, et notamment de refuser aux membres d'une communauté en particulier, d'un groupe, le statut d'être humain. Alors on l'a entendu, hein, de la part de certains journalistes, de la part de certains pseudo-philosophes comme Raphaël Enthoven, qui ont tenu des propos mais abjects sur les gens identifiés comme des ennemis, mais parce qu'ils les considéraient comme n'étant plus des êtres humains, ne méritant plus de participer à la communauté humaine. Évidemment, quand on en est là, tant l'humanisme que la démocratie en ont déjà pris un coup. Et la crise économique qui s'est superposée au désastre sanitaire a renforcé ces phénomènes d'hostilité et de discrimination, vu que ça augmente le stress collectif. Et là, on peut, si on est un dirigeant malhonnête ou malfaisant, diriger cette agressivité là où on le souhaite, parce que, souligne Ioannidis et ses co-auteurs, la formation de masse peut amener les gens à adopter des idées ou des valeurs qui sont incompatibles avec leurs convictions antérieures. Ça, on l'a beaucoup vu, je m'en suis pas caché, j'ai fait un tout petit peu de politique il y a 20 ans dans un parti écologiste, et j'ai été horrifié de voir que les socialistes et les Verts, qui a priori dans mon souvenir étaient des gens relativement humanistes et ouverts d'esprit, étaient les seuls à avoir proposé la vaccination obligatoire avec un produit génique expérimental, ce qui est une monstruosité totale au regard du droit de la santé, et à être les plus violents dans le fait de dire qu'il fallait confiner les gens de manière stricte, les déporter dans des camps. Enfin, on a eu des propositions qui étaient juste complètement délirantes, mais qu'évidemment, qui se laissent comprendre à la lumière des processus qu'on est en train de... Et comme le soulignent les auteurs, ces convictions n'ont rien à voir avec l'amélioration de l'adhésion à des vaccins qui seraient efficaces. L'idée, c'est pas que les gens fassent ce qui est bon pour eux, mais c'est que l'agression devient le thème principal de ces mouvements, et donc on a ce clivage qu'on a observé entre un groupe privilégié de personnes qui suivent religieusement la réponse gouvernementale, et puis un groupe de vilains petits canards et de boucs émissaires qui doivent être ostracisés. Et j'ai souvenir, en passant, d'avoir lu le commentaire sur un réseau social d'un grand promoteur immobilier à Genève qui disait « Mais c'est très bien ce pass sanitaire. Une fois qu'on l'a, on va partout. Et puis, ma foi, les anti-vax, ils ont qu'à rester à l'extérieur des restaurants et des cinémas. Ils ne méritent pas d'y avoir accès. » Vous voyez, ça change la géographie intérieure et les valeurs que professent les gens. Alors, le clivage entre ces groupes peut avoir de nombreuses conséquences. Le refus de travailler, avec... Moi, j'ai eu ça à un moment donné, j'avais besoin d'un informaticien pour m'aider. Je pris contact avec quelqu'un dont j'ai trouvé l'adresse sur le net. Il m'a dit « Ah, mais je vous connais, vous, non, je ne veux pas travailler avec vous, vous êtes anti-vax. » Ok. Il vaut mieux ne pas travailler avec quelqu'un comme ça, donc j'en étais pas particulièrement malheureux. Mais ça peut aller jusqu'à l'approbation de violations de droits fondamentaux, exclusion de la société. Et les auteurs citent une étude qui serait amusante si elles n'étaient pas quand même assez problématiques, où dans 21 pays, sur un échantillon de plus de 10 000 personnes, ils ont montré que les personnes vaccinées avaient une forte antipathie envers les personnes non vaccinées, 2,5 fois plus qu'une cible plus traditionnelle comme les immigrants du Moyen-Orient. Par contre, aucun préjugé des non-vaccinés envers les vaccinés n'a été détecté. Donc on voit ce biais, ces stéréotypes et ce processus de discrimination, évidemment totalement odieux. Et avec cette question, comment et pourquoi des personnes courtoises et normales peuvent-elles en arriver à avoir de telles convictions? Eh bien la réponse, évidemment, c'est qu'on trouve un bouc émissaire pour identifier un ennemi, se simplifier la vie,
et pouvoir extérioriser les sentiments agressifs. Alors j'ai mis ça en rouge en l'occurrence, parce que c'est quand même très amusant, à nouveau, si j'ose dire, parce que retrouver un sentiment de contrôle en trouvant une cible, un responsable, c'est exactement la psychologie des vrais complotistes. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui sont complotistes, qui disent que la reine d'Angleterre est un reptile et que la Terre est plate et que le pape s'est mis d'accord avec je sais pas qui. Il y a des élucubrations qui sont... alors, elles ont peut-être une chance sur 1 million d'être vraies, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment un profil comme ça qui imagine des scénarios pour donner du sens à la réalité. Et ce qui est très amusant, c'est qu'au sein même de l'ingénierie sociale, on a ce phénomène, mais qui prend pour cible des faux complotistes, alors qu'eux-mêmes sont dans des processus complotistes. Et là, on est dans cet emberlificotement qui fait qu'une chienne n'y reconnaîtrait plus ses petits et que plus personne ne comprend rien à rien, si ce n'est que les gens n'ont surtout pas envie de commencer à se poser des questions par rapport à ça, parce qu'ils sont dans le confort de se dire que tous ces complotistes, ça serait beaucoup mieux s'ils n'existaient pas et qu'il faudrait peut-être les priver de leurs droits. En fait, c'est du complotisme à l'envers sur des complotistes fantasmés. Voilà. Extraordinaire quand même. Le psychisme humain est capable de beaucoup de choses. Alors bien sûr, il y a des sentiments d'anxiété, de frustration et d'agressivité très problématiques qui ont circulé violemment dans le corps social. Une théorie dite de la sécurité sociale, mais ça n'a rien à voir avec les assurances françaises, c'est que la menace sociale a un impact considérable sur la santé et le comportement humain, parce qu'en fait, le niveau d'importance quand on se sent menacé dans ses appartenances de base, à ce moment-là, ça nous met extrêmement sur le qui-vive, et notamment, si on prend toutes les personnels suspendus, le fait d'avoir été rejetés ou éjectés par leur groupe d'appartenance crée une très grande précarité existentielle. Et puis, puisque la question de la mortalité m'est hyper réelle, vu qu'en dessous de 70 ans, notre risque de mortalité n'a pas du tout été changé. Mais avec M. Salomon qui égrenait les morts jour après jour, la télévision suisse qui montrait qu'un mort par jour, c'était une montagne, ça veut dire que la mort a pris beaucoup de place dans le champ social, et que dans ces cas-là, cela renforce les sentiments d'anxiété et l'agressivité envers ceux qui ont une vision du monde différente. Donc vous voyez, on est vraiment dans une espèce de toupie. On n'arrête pas d'appuyer sur la toupie et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et ça tourne pas rond. Alors on a des données probantes qui montrent que l'agressivité et la violence interpersonnelle ont augmenté avec les mesures de contrainte agressives, en particulier avec les confinements et les fermetures. Et puis les gens ont perdu conjointement les ressources pour la défouler, comme le fait d'aller dans une salle de sport, d'aller faire du jogging, d'aller se promener à l'extérieur, de participer à des activités culturelles. Et donc il y a une théorie qu'on appelle le transfert d'excitation, c'est quand notre organisme est très perturbé par des affects importants, il ne se calme pas tout de suite. Il a besoin de décharger son énergie, et sinon il reste avec cette énergie, et à ce moment-là, de nouveau, on a le risque d'une agression déplacée, c'est-à-dire que l'agressivité qu'on ressent face aux gens qui nous ont confinés et qui nous terrorisent doit bien se détourner quelque part. Et à ce moment-là, on a des soignants qui refusent de se soumettre à une injection expérimentale, qui sont la cible idéale pour ce genre d'extériorisation. Alors une étude auprès d'étudiants chinois, mais de nouveau c'est des processus qu'on connaît très bien en psychologie sociale, c'est qu'il y a un désengagement moral. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de décrire permet de ne plus se considérer tenu par notre morale et notre éthique habituelle. Et donc on peut se comporter d'une manière qui autrement nous serait apparue, même à nous-mêmes, inacceptable, et moi j'ai vu en tout cas dans mon entourage des gens avec qui j'avais collaboré professionnellement et avec qui j'avais une estime réciproque qui se sont mis à me diffamer publiquement d'une manière absolument odieuse.
et sans aucune vergogne. Vous voyez, parce qu'à ce moment-là, il y a des licences pulsionnelles qui se mettent en place. Un autre phénomène intéressant, c'est que les comportements présentés comme visant à réduire la propagation du virus, comme lavage des mains ou le maxage, deviennent des rituels de groupe qui symbolisent les valeurs collectives, la santé et la sécurité. Et donc les personnes qui s'écartent de ces rituels, comme Vincent Pavant à l'université, provoquent la colère et l'indignation morale. Et les gens n'ont au fond plus rien à fiche de savoir si le masque a une utilité. C'est devenu quelque chose de symbolique ou de religieux. Et bien sûr, les personnes les plus anxieuses de contracter la maladie sont ceux qui ont les jugements moraux les plus sévères contre les déviants. Voilà un petit peu pour le processus psychologique collectif. J'avance dans ma présentation. Il y a évidemment un problème majeur qui est la prise de décision centralisée avec un récit unique. On est nombreux à avoir souligné que c'est le contraire de la démocratie, c'est le contraire de la science, c'est même le contraire de l'intelligence, à vrai dire. Parce que la prise de décision collective et l'intelligence collective sont les clés d'une bonne gestion de n'importe quelle situation. Et là, on a un petit groupe d'experts qui a été écouté, qui ont exclu les experts qui préconisaient une voie différente. Il y a une approche narrative officielle que notre ami et collègue Laurent Mucchielli a appelée la doxa du Covid, qui a été vraiment érigée comme le dogme auquel il fallait adhérer, et les contre-récits étaient systématiquement qualifiés de désinformation, et les dissidents ostracisés. Je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point les autorités ont utilisé les médias et la communication publique pour imposer leur discours. La presse a totalement démissionné de son éthique et de sa responsabilité collective de garder une position impartiale. Et toutes les personnes, on en sait quelque chose, qui remettaient en question ces discours, nous sommes retrouvés confrontés à des conséquences désastreuses allant de l'exclusion sociale à l'arrestation. Je pense à mon avocate, Virginie De Araujo, ou à Éric Feurac du Courrier des Stratèges, qui ont été mis en garde à vue, l'agression lors de manifestations, tout ceci autant dans les pays autoritaires que dans les pays démocratiques. Et donc, cette combinaison de mesures très coercitives et d'une culture d'annulation de toute contestation préserve bien sûr le récit officiel, mais sape peu à peu la confiance que la population peut avoir dans ses autorités. Est-il besoin de rappeler que le mélange d'idéologie politique et de science, lorsque l'État réglemente la science, a toujours conduit à des résultats désastreux? Les universitaires sont timorés parce qu'ils n'osent pas sortir du bois alors que ce serait leur responsabilité de le faire, à part quelques-uns. Et on observe bien sûr une diminution de la démocratie, une réduction des libertés, des menaces sur les droits humains. Et Ioannidis relève avec une naïveté un peu touchante, le journalisme et la science doivent éviter la propagande. Oui. Ça fait longtemps qu'ils ne le font plus, mais sur le fond, on est d'accord. Donc la confiance dans les gouvernements et les institutions scientifiques est en train de plonger. Les gens peuvent rejoindre des contre-mouvements, comme Réinfo Covid, parce qu'ils donnent un sens et l'opportunité de rétablir des valeurs. Ces citoyens ont le sentiment de vouloir contribuer à un monde meilleur. Souvent, les jeunes sont motivés par des questions morales plutôt que politiques ou davantage, mais ces groupes sont eux-mêmes confrontés à la stigmatisation, à la criminalisation et à la violence des strates dominantes. On a malgré tout assisté à une vague mondiale de mouvements de justice sociale qui tous mettent en avant le fait qu'il y a une crise multidimensionnelle systémique et que c'est un cap à traverser pour aller vers autre chose que ce que nous avons connu. Et ça, je rends à nouveau hommage à Louis et à sa magnifique inspiration très empathique et très juste dans la sérénité, en disant qu'il y a tout un spectre qui va de la non-violence et de la désobéissance civile jusqu'à des formes plus violentes, mais que les recherches historiques montrent que les approches non-violentes sont beaucoup plus efficaces. Et par exemple, une analyse de 323 campagnes entre 1900 et 2006 ont montré que les campagnes violentes ont été couronnées de succès dans 26% des cas, tandis que les campagnes non violentes l'ont été dans 1 cas sur 2. Et encore plus au cours des dernières années, donc c'est clair que la voie de l'affrontement violent avec les forces de l'ordre et le gouvernement ne mène nulle part.
par contre, que si nous arrivons, comme cela se fait si bien aujourd'hui dans les collectifs, à créer un espace pour de nouvelles relations sociales, on y est bien mieux que dans les hôpitaux ou dans les entreprises telles qu'elles existent aujourd'hui, à faire preuve de résilience et à améliorer le sens de la vie, eh ben, on va dans la bonne direction, ce d'autant plus que la participation est vivante, que le mouvement est capable de susciter des changements de loyauté parmi les élites. Il faut pouvoir se rallier à un certain nombre de personnes dans des positions d'autorité, que les campagnes comportent plus que de simples protestations et qu'elles n'optent ni pour des méthodes violentes, ni pour le fait de tomber dans le chaos. Vous voyez, c'est bien, il nous donne des conseils aussi sur comment... Alors, j'aborde la dernière partie de ma présentation. Bien sûr que les mesures agressives ont eu un impact majeur, il y a un traumatisme collectif avec 4 principaux modèles mentaux qui sont l'incertitude, et vous vous souvenez, ça changeait tous les 2 jours, le danger, pas tellement du virus, mais de la prise de pouvoir autoritaire de l'État et de ses sbires, le grotesque, c'est quand on fait face à des choses complètement délirantes et absurdes. Marie-Estelle Dupont rappelait récemment sur un plateau télé qu'effectivement c'était bien de suspendre les pompiers non vaccinés parce qu'un arbre calciné risquait beaucoup de choper le Covid. Enfin, on est vraiment dans du grotesque. Mais c'est très violent en fait, intérieurement, et la misère et la précarité, et donc avec les émotions de chagrin, dégoût, colère et peur. Les auteurs rappellent, ça me fait plaisir, je suis un grand convaincu de cette approche, que l'expression des émotions est très importante, déjà parce qu'on est dans notre authenticité, et puis partager la détresse émotionnelle nous aide à obtenir du soutien et à être dans notre vérité humaine les uns par rapport aux autres. Alors, j'aborde encore la question de la conservation des ressources, parce qu'elle est très importante. Au fond, nous sommes tous autant que nous sommes, en tant que citoyens libres et responsables, en disposition d'un certain nombre de ressources personnelles et communes, comme, il y en a 74 qui sont identifiées, le sentiment de fierté, l'accomplissement, l'espoir, la santé, la nourriture, la garde des enfants, un emploi stable, etc. Et ce qu'on observe, c'est que les mesures destructrices prises par nos gouvernements ont conduit pour beaucoup de personnes à la perte simultanée d'un grand nombre de ressources. Et donc il y a des gens qui ont pu vivre, par exemple, des pertes de revenus, des divorces, des pertes d'accès à des soins de santé, et ça peut déclencher des états de désespoir. Et plus les gens sont soumis à un nombre accru d'événements stressants, plus ils risquent de développer des symptômes dépressifs qui peuvent conduire jusqu'au suicide. L'ostratisation, le harcèlement, la privation des ressources et des droits infligés à certains groupes sociaux, comme les personnels non injectés, c'est une forme de persécution. On vous prive délibérément dans une intention politique totalement contraire aux droits de l'homme et à la démocratie, et, alors là je me distingue de Ioannidis, Ariane Bilran l'a très justement dit, la finalité du harcèlement, c'est de pousser les gens à bout pour qu'ils s'autodétruisent. Et c'est ça que le gouvernement est en train de faire avec ces professions. Et c'est absolument scandaleux. Ce d'autant plus que les groupes qui disposent de moins de ressources dès le départ sont ceux qui sont le plus impactés par cette privation des ressources. Ça, pour moi, c'est très important de le dire et de le reconnaître, parce que la réalité de cette violence doit être nommée. On observe malheureusement des inégalités croissantes dans tous les domaines. Alors qu'il y avait une augmentation de la prospérité mondiale, il y a eu depuis 2020 un très très grand recul. Des groupes sont devenus beaucoup plus riches, mais la plupart se sont appauvris et certains groupes déjà fragilisés ont perdu énormément au passage. La Banque mondiale a estimé dès fin 2020 que plus de 100 millions de personnes basculeraient dans l'extrême pauvreté. On parle de centaines, voire de milliards de personnes qui sont à risque de connaître la famine et l'insécurité
alors que les plus riches deviennent toujours plus riches. Ça a des conséquences sur tous les domaines de la vie, parce qu'on sait que le fait de ne pas être en insécurité matérielle ou relationnelle est fondamental pour éprouver un certain bien-être. Et donc la santé et le bien-être général, malheureusement, ont baissé pendant la crise, et là encore, a fortiori sur les groupes les plus vulnérables. Donc Ioannidis, Skulldorff, Bhattacharya insistent en disant « Cette pandémie a été antisociale au possible, et c'est beaucoup les classes moyennes supérieures déjà favorisées, qui étaient toutes contentes de pouvoir télétravailler, travailler avec leur ordinateur avec un salaire assuré, et qui n'en ont au fond rien eu à fiche du fait que ça impacte aussi violemment les couches les plus fragiles de la population. » Alors les autorités ont dit, nous on fait ça pour protéger les personnes vulnérables, mais ça a eu l'effet inverse, et notamment la distanciation sociale a mis tout le monde en souffrance, vu que c'est par ça qu'on arrive à rester à flot. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, vous pourrez revenir sur ma présentation ou sur l'article, mais donc les inégalités économiques se sont creusées, éducatives aussi. Les fermetures d'écoles ont affecté surtout les enfants provenant de milieux défavorisés. L'enseignement en ligne n'a été d'aucune utilité, même aux Pays-Bas, où les écoles ont été fermées très peu longtemps, avec un financement équitable des écoles et une bonne connexion Internet partout, on voit que les enfants n'ont pas appris en faisant des cours à distance. Inégalité de genre, les femmes ont subi un contre-coup beaucoup plus important que les hommes, et ça a malheureusement creusé aussi les inégalités dans à peu près tous les domaines de la vie et de la santé. Et donc on en arrive à la question, aurions pu nous faire mieux? Ben oui, on a tout focalisé sur le Covid, on a oublié tout le reste. On a mis en œuvre des mesures inutiles sans tenir compte de leurs effets collatéraux massifs. On n'a pas tenu compte des leçons tirées des pandémies précédentes et de ce qu'on savait, de la science qui existait en la matière. Les gouvernements ont imposé des décisions qui n'avaient rien de scientifique. Ça a porté préjudice à de nombreux groupes de la société. De nombreux scientifiques se sont compromis en défendant des mesures qui étaient juste monstrueuses. Le débat a disparu, et puis les valeurs fondamentales qui devraient fonder notre vivre ensemble ont énormément souffert. C'est quand même un lourd bilan. Alors les pistes d'action possibles, la guérison de la société devrait se concentrer sur la dignité, les droits, les valeurs et l'humanité des personnes, restaurer tout ce qui a été saccagé par cette dérive autoritaire et totalitaire. Une politique et une prise de décision fondée sur les données probantes et la capacité réflexive, donc de se remettre en question. On a beaucoup de modèles dans la gestion des urgences qui sont pertinents. La restauration de l'accès à des ressources, notamment pour les personnes précarisées, en étant particulièrement sensibles aux spirales de perte dans laquelle sont des personnes comme tous les professionnels suspendus, bien sûr. Alors, j'arrive au terme de ma présentation. Vous voyez, c'est un article qui pose les constats là où ils doivent l'être. Alors évidemment, les auteurs s'arrêtent, et je pense que c'est surtout pour des raisons tactiques. De nouveau, l'article, vous pouvez le mettre entre les mains de n'importe qui, et une fois qu'on le sera circulé, je suggère vraiment que vous l'envoyiez à vos députés, à vos sénateurs, à vos maires, à vos médecins. C'est un article très bien écrit, il n'est pas du tout agressif dans sa teneur, mais il est ferme dans ses constats. Par contre, il laisse de côté la question de la dérive totalitaire et de l'intentionnalité des mesures destructrices, qui, à mon sens, sont relativement évidentes aujourd'hui. L'importance de la corruption est niée, les fraudes, notamment celles révélées par Vincent Pavant, ne sont pas nommées. Et puis les enjeux et les responsabilités des médias et de Big Tech sont laissés de côté. Je vous montre juste encore 2 slides. La première, c'est qu'aux États-Unis, les experts quittent en masse les agences de santé tellement ils sont dégoûtés par ce à quoi on les a fait participer. À droite, vous voyez que Bhattacharya, qui est le collègue de Ioannidis à Stanford, dit sur tous ces sujets, la fermeture des écoles, les masques, la négation de l'immunité naturelle,
la transmission par les vaccins, etc., le gouvernement a été la première source de désinformation sur la place publique. Il a eu besoin d'un vaste régime de censure pour réussir à imposer son idéologie des confinements. Je ne sais pas si on peut dire les choses plus clairement. Et vous savez qu'il y a une procédure judiciaire en cours aux États-Unis et Anthony Fauci, qui est le grand orchestrateur de toute cette corruption, a reçu l'ordre de donner tous les emails de ces négociations avec le gouvernement et les réseaux sociaux pour organiser la censure. Donc ça va évidemment beaucoup plus loin que ce que Ioannidis dit dans l'article. Alors il termine à droite avec cette position. L'examen de ce qui n'a pas joué ne doit pas être interprété comme un effort pour blâmer qui que ce soit. Une culture du blâme ne ferait que perpétuer la crise. Nous devons apprendre de nos erreurs, etc. Bon. À gauche, je vous ai mis l'analyse de Barbara Stiegler qui disait ils n'ont pas commis d'erreur, c'est McKinsey qui est derrière, ils ont une excellente maîtrise de l'ingénierie sociale et de la manipulation des masses, c'est pas une imagination, ça a déjà utilisé, c'est évidemment ça le fin mot de l'histoire. Maintenant, puisque cette verbalisation est trop difficile à dire à un certain nombre de personnes, eh bien c'est très bien d'avoir des choses plus douces, et en ce qui nous concerne, de rester tourné vers l'essentiel, qui est qu'il s'agit de donner à notre humanité une chance à continuer de travailler pour que les enfants puissent vivre dans un autre monde que ce monde dystopique que nos autorités et des cabinets de conseil mal intentionnés semblent vouloir nous imposer. Je vous remercie.